Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons explorer une idée fascinante. Et si les plus grands tournants de notre histoire n'avaient pas commencé par des déclarations audacieuses ou des batailles retentissantes, mais par des moments de calme, presque inaperçus, un murmure, une étincelle de curiosité, une note de musique. Imaginez un jeune garçon, dont le silence inquiète sa famille, qui découvre les lois de l'univers dans le simple cadeau d'une boussole. Imaginez une ville antique, vibrante de vie, ignorant la montagne silencieuse qui s'apprête à l'engloutir pour l'éternité. Et imaginez un quartier où des voix, longtemps étouffées, s'unissent pour créer une explosion de poésie, d'art et de musique qui redéfinira l'identité d'un peuple. Ce soir, nous plongeons dans la vie d'Albert Einstein, nous marchons dans les rues de Pompéi juste avant sa chute, et nous ressentons le rythme de la Renaissance de Harlem. Ces histoires sont profondes, parfois poignantes, et toujours captivantes. Alors, avant de vous installer confortablement, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Il est temps maintenant de tamiser les lumières, peut-être d'allumer un ventilateur pour un bruit de fond apaisant, et de découvrir ensemble ce que nous vous avons préparé pour ce soir. Albert Einstein a vu le jour lors d'une tranquille journée de printemps, le 14 mars 1879, dans la petite ville allemande d'Ulm. Il n'est pas né dans la grandeur ou la richesse, mais au cœur du bourdonnement de la vie ordinaire. Son père, Hermann, était ingénieur, et sa mère, Pauline, une pianiste talentueuse. Leur foyer était un doux mélange d'outils et de mélodies, de science et d'art, une atmosphère qui allait façonner discrètement le garçon qui changerait un jour notre compréhension de l'univers. Dès le début, Albert était différent. Pas de la manière dont on pourrait attendre que le génie se manifeste. Il a tardé à parler, au point que certains membres de sa famille craignaient qu'il ne le fasse jamais. Il répétait souvent des phrases doucement, pour lui-même, comme pour apprivoiser les mots avant de les livrer au monde. Mais ce qui lui manquait en paroles, il le compensait par une immobilité, une curiosité intense et silencieuse qui semblait tout absorber autour de lui. Un jour, alors qu'il avait environ 5 ans et qu'il était alité, malade, son père lui offrit un simple cadeau pour lui remonter le moral, une boussole de poche. Un objet minuscule, avec une petite aiguille suspendue dans un boîtier en verre. Pour Albert, ce fut une révélation. Il tenait la boussole dans sa petite main, l'inclinait, la tournait, l'étudiait. Quoi qu'il fasse, l'aiguille bougeait, pointant toujours vers le nord. Quelque chose d'invisible la déplaçait, quelque chose qu'il ne pouvait ni voir, ni toucher, ni entendre, mais qui était bien là. Il en devint obsédé. Comment l'aiguille pouvait-elle savoir où était le nord? Quelle force pouvait traverser l'espace et lui commander ainsi? Ce mystère s'est ancré dans son jeune esprit pour ne jamais le quitter. Plus tard, Einstein appellerait cela son premier émerveillement. Le moment où il a réalisé que l'univers avait des lois, des secrets, et qu'il voulait passer sa vie à les découvrir. Cette boussole n'indiquait pas seulement le nord, elle indiquait la voie à suivre. C'était le début d'un voyage qui mènerait Einstein à travers les continents, les révolutions de la pensée, et dans l'esprit de générations à venir. Bien avant les tableaux noirs et les équations, tout a commencé avec un garçon, une fièvre et une minuscule aiguille dansant dans l'air immobile. Les premières années d'école d'Albert Einstein furent tout sauf brillantes. En fait, si vous aviez été l'un de ses professeurs, vous n'auriez probablement jamais deviné que vous aviez devant vous une future icône du génie. Il ne se comportait pas mal, mais il ne suivait pas non plus les règles à la lettre. Il ne se tenait pas droit, vibrant d'excitation, il n'apprenait pas les réponses par cœur comme les autres. Ce qu'il faisait, souvent en silence, intérieurement, c'était penser. Il laissait son esprit vagabonder, et dans des salles de classe où la conformité était reine, cela faisait de lui un inadapté. Dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, le système scolaire était strict, voire militariste. Les leçons étaient rigides, les élèves récitaient par cœur.
La créativité n'était pas récompensée, elle était découragée. Mais Albert n'était pas intéressé par la mémorisation de ce que d'autres avaient déjà découvert. Il voulait comprendre le « pourquoi ». Pourquoi la lumière se comportait-elle ainsi? Pourquoi le ciel était-il bleu? Pourquoi le temps semblait-il plus lent quand on s'ennuyait et plus rapide quand on jouait? Ce n'étaient pas des questions qui vous valaient des bons points. Elles vous valaient des sourcils froncés. Ses professeurs, frustrés par ses questions et sa résistance tranquille, le considéraient souvent comme un rebelle. L'un d'eux lui a dit qu'il n'arriverait jamais à rien. Un autre lui a demandé de quitter l'école. Mais à la maison, Einstein était un élève différent. Il dévorait des livres de son propre chef, des livres sur la physique, les mathématiques et la philosophie. Il a découvert la géométrie euclidienne avant même que la plupart de ses camarades de classe n'entendent le mot « théorème ». À l'âge de 12 ans, il a commencé à apprendre par lui-même l'algèbre et le calcul, non pas pour les notes ou les éloges, mais pour la pure joie de percer les mystères de l'univers. Il trouvait aussi la paix dans la musique. Sa mère, Pauline, l'avait initié très tôt au violon. Au début, il y résistait, mais en grandissant, la musique est devenue un refuge. Il aimait Mozart par-dessus tout. Jouer du violon le calmait, lui donnait un rythme lorsque le monde semblait chaotique. Il a dit un jour que s'il n'avait pas été physicien, il aurait pu devenir musicien. Ainsi, alors que la salle de classe tentait de l'enfermer, Albert se créait tranquillement son propre monde, un monde rempli de questions, de symboles, de silences et de sons. Il n'échouait pas, il attendait simplement le bon type de défi. Et bientôt, il allait arriver. Au moment où Albert Einstein termina ses études à l'Institut Polytechnique de Zurich, il avait les connaissances mais pas de chemin tracé. Le monde ne semblait pas savoir quoi faire de lui. Il obtint son diplôme sans distinction, sans lettre de recommandation élogieuse. Ses professeurs ne savaient pas vraiment comment le classer. Il était brillant, oui, mais non conventionnel, têtu et toujours en train de questionner. Il postula pour des postes d'enseignant à travers l'Europe, mais fut rejeté encore et encore. Parfois, il semblait que personne ne voulait de lui. Pendant plus de 2 ans, Einstein a dérivé dans ce qu'il a appelé plus tard ses « années perdues ». Mais elles n'étaient pas perdues, pas vraiment. C'était le calme avant la tempête, la période d'attente avant que le génie ne soit prêt à s'exprimer. Finalement, un ami l'aida à obtenir un emploi à l'Office suisse des brevets à Berne. Pas en tant que physicien, ni même en tant qu'enseignant. Il était un simple expert technique. Il examinait les demandes de brevets pour des dispositifs électromagnétiques et de petites inventions mécaniques. C'était loin d'être glamour, mais c'était stable et, plus important encore, c'était calme. Ce silence lui donnait de l'espace. Alors que d'autres voyaient un travail gouvernemental ennuyeux, Einstein y voyait une opportunité. Le travail était mécanique et répétitif, mais cela laissait son esprit libre. Il utilisait des bouts de papier et le dos des demandes pour griffonner des idées. Il faisait de longues promenades le long de la rivière Aar, réfléchissant à des énigmes que la plupart des gens ne se posaient même pas. Et tard le soir, après être retourné dans son modeste appartement, il continuait à rêver. Pas de laboratoire, pas d'équipe. Juste Albert, ses pensées et le tic-tac de l'horloge. Pendant cette période, il tomba également amoureux de Milva Maric, une camarade étudiante en physique de Zurich. Leur relation était passionnée mais compliquée. Ils se marieraient finalement et leur union donnerait naissance à des enfants, mais aussi à de profondes tensions. Einstein se cherchait encore, devenait celui qu'il serait un jour. Et le mariage, malgré tout son réconfort, ajoutait de nouvelles pressions. Mais à travers tout cela, une chose restait constante, l'obsession d'Albert pour la lumière. Il s'imaginait chevaucher un rayon de lumière, se demandant à quoi ressemblerait le monde depuis cette perspective impossible. Cette seule pensée, née dans l'obscurité, mûrie pendant ses années solitaires à l'Office des brevets,
allait bientôt déclencher l'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine. Le monde ne le voyait pas encore, mais il était presque prêt. L'année était 1905. Albert Einstein avait 26 ans et travaillait à plein temps à l'Office suisse des brevets à Berne. Le jour, il examinait des conceptions d'invention. La nuit, il se tournait vers les questions qui le hantaient. Et cette année-là, tranquillement, sans fanfare, il a réécrit les lois de la physique. Les historiens l'appellent son annus mirabili, son année miracle. En l'espace de seulement 12 mois, Einstein a publié 4 articles scientifiques. Pas des notes de bas de page oubliables, pas des ajustements mineurs. Chaque article a fondamentalement modifié notre compréhension de la réalité. Le premier article expliquait l'effet photoélectrique. Il montrait que la lumière n'était pas seulement une onde, elle pouvait aussi se comporter comme une particule. C'était le début de la théorie quantique, un domaine étrange et radical qui, plus tard, le troublerait lui-même. Ces idées ont aidé d'autres à développer des technologies comme les panneaux solaires, les lasers et même les fondements de l'informatique moderne. Le deuxième article confirmait l'existence des atomes. À l'époque, les atomes étaient encore considérés comme théoriques. De nombreux scientifiques n'étaient même pas convaincus de leur réalité. Mais Einstein, par des calculs statistiques, a montré comment leur mouvement pouvait expliquer le comportement des particules en suspension dans un liquide. Soudain, le monde invisible des atomes avait une porte d'entrée, et Albert l'avait ouverte. Le troisième article portait sur la relativité restreinte. Einstein y proposait quelque chose d'étonnant. L'espace et le temps ne sont pas fixes. Ils se courbent, s'étirent, changent en fonction de votre vitesse de déplacement. Imaginez 2 personnes, l'une immobile et l'autre filant à travers l'espace. Leurs horloges tourneraient à des rythmes différents. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps ralentit. La réalité, semblait-il, était plus fluide que quiconque n'avait osé le penser. Et puis est venu le 4e article, juste quelques pages, une bombe silencieuse. Il y a introduit une formule simple, E égale mc. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette seule équation montrait que la matière et l'énergie étaient interchangeables. Une seule goutte de masse contenait une énergie inimaginable, un principe qui allait plus tard alimenter les étoiles, l'énergie nucléaire, éveiller des possibilités terrifiantes. Et tout cela venait d'un homme sans poste universitaire, sans laboratoire et sans assistant. Juste un stylo, un bureau et une imagination implacable. Le monde scientifique a à peine compris ce qui lui arrivait. Mais dans ce modeste petit bureau, une révolution avait commencé, et plus rien ne serait jamais pareil. En 1919, le monde a changé pour Albert Einstein. Non pas à cause d'une nouvelle découverte, mais parce que le monde a enfin vu ce qu'il avait déjà révélé. Cette année-là, l'astronome britannique Sir Arthur Eddington a mené une expédition pour observer une éclipse solaire. Pendant l'éclipse, les étoiles passant près du Soleil semblaient avoir légèrement modifié leur position. La lumière se courbait autour d'un objet massif, exactement comme l'avait prédit la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les journaux s'en sont emparés à 2 mains. Un titre criait « Lumière sens dessus-dessous dans les cieux ». Du jour au lendemain, Einstein est passé du statut d'obscur employé de bureau devenu physicien à celui de non familier. Pas seulement en Allemagne, pas seulement dans les cercles scientifiques. Partout. Il est devenu la première célébrité mondiale de la science. Les journalistes le suivaient, les foules se rassemblaient à ses conférences. Son visage est apparu dans les magazines et les journaux, souvent associé à la mystérieuse formule E égale mc, même si la plupart des gens ne comprenaient pas vraiment ce que cela signifiait. Mais la célébrité n'a jamais été ce qu'Einstein voulait. Il l'a trouvée étrange, épuisante. Des inconnus l'arrêtaient dans la rue. Les lettres affluaient par centaines. Questions, compliments, théories et supplications. Cela l'amusait, mais le submergeait aussi.
Il a dit un jour qu'être une célébrité lui donnait l'impression d'être un animal exotique dans un zoo. Sous les feux de la rampe, Einstein est resté celui qu'il avait toujours été, un introverti, un penseur, un vagabond des idées. Tandis que les gens se rassemblaient pour l'entendre parler, il préférait marcher seul ou jouer du violon dans une pièce calme. Il aimait naviguer, même s'il n'était pas très doué. L'eau, comme l'univers, lui donnait de l'espace pour dériver. En privé, il continuait à travailler sans relâche. Il poursuivait toujours les vérités les plus profondes de la réalité, posant toujours des questions que personne d'autre n'osait poser. Mais maintenant, il y avait des distractions, cérémonies, honneurs et obligations. Le monde voulait plus de lui que de la science. Il voulait une voix, un leader, un symbole. Einstein s'y plia, jusqu'à un certain point. Mais au fond de lui, l'obscurité de Berne, le calme de l'office des brevets, la pureté de la pensée non touchée par la célébrité lui manquaient. À bien des égards, le solitaire qui s'était imaginé chevaucher un rayon de lumière vivait, maintenant sous un projecteur trop éblouissant pour son confort. Et pourtant, à travers tout cela, son esprit n'a jamais cessé de se demander pourquoi. Alors que le monde marchait vers le chaos au début du XXe siècle, Albert Einstein se distinguait non seulement comme un scientifique, mais aussi comme une voix de la conscience. Les horreurs de la Première Guerre mondiale l'ont profondément troublé. La glorification de la violence, la loyauté aveugle au drapeau, les rangées interminables de jeunes hommes envoyés à la mort, tout cela était insensé pour lui. Il n'était pas seulement contre la guerre, il en était brisé. Alors que de nombreux intellectuels allemands signaient des déclarations soutenant la guerre, Einstein a refusé. Il a coécrit un contre-manifeste, bien qu'il soit passé largement inaperçu. Peu importe. Il croyait que le silence face à la violence était une forme de trahison. À partir de ce moment, il a parlé plus ouvertement de la nécessité de la paix, de la compréhension et de la coopération mondiale. Après la guerre, les convictions d'Einstein ont commencé à évoluer encore plus. Il s'est de plus en plus engagé dans les questions politiques, non pas parce qu'il cherchait le pouvoir, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir l'humanité se détruire. Il voyait le nationalisme comme un poison. Le racisme, l'inégalité et le militarisme le perturbaient profondément. Il a commencé à se prononcer pour le pacifisme, le sionisme et les droits civiques, des idées qui lui ont valu à la fois admiration et haine. Et puis est venue la montée d'Adolf Hitler. Alors que l'antisémitisme se propageait comme une traînée de poudre à travers l'Allemagne, Einstein savait qu'il devait quitter sa maison, son pays. Sa réputation, rien de tout cela n'était en sécurité. En 1933, il a renoncé à sa citoyenneté allemande et a accepté un poste à l'Institute for Advanced Study à Princeton, dans le New Jersey. C'est là, en exil tranquille, qu'il passera le reste de sa vie. Mais la paix ne l'a pas suivi de l'autre côté de l'océan. Le régime nazi devenait plus audacieux et la menace d'une arme terrible, une bombe alimentée par l'équation même qu'Einstein avait découverte, planait à l'horizon. En 1939, Einstein a signé une lettre au président Franklin D. Roosevelt. Il y avertissait que l'Allemagne pourrait être en train de développer une arme nucléaire. Il a exhorté les États-Unis à commencer leurs propres recherches. Cette lettre a contribué à lancer le projet Manhattan. La course à la construction de la bombe atomique. Bien qu'Einstein n'ait pas travaillé sur la bombe elle-même, il a porté la culpabilité de cette lettre pour le reste de sa vie. Son avertissement venait de la peur, pas de l'ambition. Et quand il a vu ce que cette peur avait déchaîné à Hiroshima et Nagasaki, son cœur s'est alourdi. Il avait libéré l'énergie de la matière, mais il ne pouvait pas contrôler la façon dont le monde l'utilisait. Au moment où Albert Einstein s'est installé dans sa nouvelle vie à Princeton, dans le New Jersey, il n'était plus seulement un scientifique. Il était devenu un symbole. Pour beaucoup, il représentait l'esprit même de la libre pensée, de la raison face au chaos. Et pourtant, en exil, Einstein cherchait quelque chose de beaucoup plus simple, le calme.
Il s'installa dans une modeste maison sur une rue bordée d'arbres, où il vivrait le reste de sa vie. Les voisins le voyaient souvent marcher seul, les mains derrière le dos, ses cheveux en bataille dans le vent. Il ne possédait pas de chaussettes, il n'aimait pas la célébrité, et il n'accueillait les visiteurs que lorsque les visites étaient sincères. À Princeton, il a trouvé l'espace non seulement pour penser, mais aussi pour respirer. À l'Institute for Advanced Study, Einstein a continué à travailler sur ce qu'il appelait la théorie du champ unifié. Son objectif était de nature presque spirituelle. Trouver une seule équation élégante qui pourrait expliquer toutes les forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme et au-delà. Il croyait que l'univers n'était pas aléatoire, mais ordonné. Il devait y avoir un modèle, une symétrie, un code plus profond sous la surface. Mais la réponse dansait toujours juste hors de sa portée. Tandis que les physiciens quantiques étaient occupés à embrasser l'incertitude et la probabilité, Einstein résistait. « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers », a-t-il célèbrement dit. Il ne parlait pas de religion au sens traditionnel. Pour lui, Dieu ressemblait plus à l'harmonie des lois naturelles, à la logique parfaite du cosmos. Il ne pouvait pas accepter que l'univers soit gouverné par le hasard. Il voulait un univers qui ait un sens. En dehors de la physique, il a continué à s'exprimer. Il est devenu un critique virulent du racisme en Amérique, le comparant à l'antisémitisme qu'il avait fui en Europe. Il a soutenu les leaders des droits civiques, condamné les armes nucléaires et refusé de rester silencieux sur les questions d'injustice. Et pourtant, la plupart de ses journées se passaient dans la solitude, à lire, à griffonner des équations, à écrire des lettres, à écouter de la musique, à regarder les saisons changer depuis la fenêtre de son bureau. Certains croyaient qu'il avait perdu le contact avec la science moderne, mais Einstein s'en moquait. Il ne courait plus après le prestige ou les gros titres. Il courait après la beauté, la vérité, quelque chose de plus profond. Dans les couloirs silencieux de l'exil, il n'était pas perdu. Il cherchait toujours le prochain mystère à élucider. Les dernières années d'Albert Einstein se sont déroulées comme le reste de sa vie, dans la pensée. Il continuait à se lever tôt, à faire de longues promenades et à remplir page après page de calculs. Son écriture, toujours ferme, se courbait sur le papier jauni alors qu'il essayait encore et encore de trouver la théorie insaisissable qui unirait les forces de la nature. Peu importait que les jeunes physiciens aillent dans de nouvelles directions. Einstein avait fait la paix avec le fait de marcher seul. Il a souvent rejeté la gloire, refusant les honneurs, les invitations à prendre la parole et même le pouvoir politique. En 1952, après la mort du premier président d'Israël, on lui a offert la présidence du pays. Il a respectueusement décliné, se disant inapte à de telles responsabilités. « Je m'occupe d'équations, pas de gens », a-t-il dit. Il préférait le calme au pouvoir, la clarté au contrôle. À la maison, à Princeton, il était connu des habitants non pas comme un génie, mais comme le vieil homme doux et étrange qui errait dans le quartier, généralement sans chaussettes, fredonnant parfois pour lui-même. Les enfants l'aimaient bien. Il leur souriait, leur offrait des bonbons ou leur ébouriffait les cheveux. Et en retour, il lui donnait ce qu'il appréciait le plus, la liberté d'être sans question. En privé, la santé d'Einstein a commencé à décliner. Son cœur faiblissait, mais il a refusé la chirurgie. Il croyait que la vie avait un rythme naturel et qu'il ne l'interromprait pas. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement, a-t-il dit un jour. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Le 17 avril 1955, Albert Einstein s'est effondré suite à une hémorragie interne causée par un anévrisme de l'aorte. Il a été transporté à l'hôpital, où les médecins lui ont proposé un traitement. Il a tranquillement refusé. Le lendemain matin, le 18 avril, il s'est éteint dans son sommeil. Il n'a laissé derrière lui aucun grand adieu, aucune mise en scène, juste une pile de notes sur son bureau, des équations griffonnées de la veille.
Il avait travaillé sur sa théorie unifiée jusqu'à la fin, comme si l'univers pouvait lui offrir un dernier aperçu de ses secrets. Son corps a été incinéré lors d'une cérémonie privée et ses cendres dispersées dans un lieu non divulgué. Il avait demandé qu'aucun sanctuaire ne soit construit, aucune tombe pour devenir un monument. Il avait toujours appartenu au cosmos, et à la fin, il y est retourné. L'homme qui a révélé la trame de l'espace et du temps s'y est discrètement glissé à nouveau. Albert Einstein est parti, mais sa présence n'a jamais vraiment disparu. Ses idées continuent de se propager à travers le temps, silencieuses et profondes, comme des échos dans un vaste canyon cosmique. Son nom est devenu plus qu'un nom. C'est un symbole, murmuré dans les salles de classe, griffonné dans les manuels, transformé en blague, en question, en compliment et même en dessins animés. Mais sous l'ombre de la culture pop se cache quelque chose de plus significatif. Un homme qui n'a jamais cessé de se demander « pourquoi ». Il a changé notre façon de voir le monde, non seulement scientifiquement, mais aussi philosophiquement. Avant Einstein, le temps était un battement de tambour régulier, l'espace une scène statique. Après lui, ils sont devenus flexibles, fluides, tissés ensemble en une étoffe qui pouvait se plier, se tordre et onduler. Il nous a aidés à comprendre que la masse et l'énergie n'étaient pas des choses différentes, mais des visages différents de la même vérité. Que la réalité pouvait paraître différente selon la vitesse à laquelle vous vous déplaciez ou la précision avec laquelle vous regardiez. Mais au-delà des théories et des formules, Einstein nous a enseigné quelque chose de plus silencieux, de plus profond, qu'il est acceptable de ne pas avoir toutes les réponses, que l'imagination a de la valeur, que l'univers n'est pas seulement fait de particules et de mathématiques, mais aussi d'émerveillement. La plus belle expérience, a-t-il écrit un jour, est le mystérieux. C'est la source de tout art et de toute science véritable. Il n'était pas parfait. Il a fait des erreurs, lutté avec des regrets, connu des difficultés dans ses relations. Mais à bien des égards, cela le rendait plus humain, pas moins. Il n'était pas un génie froid dans une tour d'ivoire. Il a ri, il a aimé, il a douté, il s'est soucié. Il a parlé pour la paix quand d'autres restaient silencieux. Il s'est élevé contre l'injustice, même quand cela lui a coûté cher. Et il n'a jamais laissé le poids de la gloire faire taire sa curiosité. Aujourd'hui, nous continuons à construire sur ce qu'il a commencé. Les satellites naviguent en utilisant ses équations. L'énergie nucléaire pulse avec ses découvertes. Les trous noirs courbent l'espace comme il avait prédit. Et loin au-dessus de nous, dans le silence de l'espace profond, la lumière des galaxies lointaines se courbe toujours, exactement comme il avait dit. Alors que vous êtes là ce soir, à écouter le bourdonnement silencieux qui vous entoure, sachez ceci, l'univers est toujours en expansion, se dévoilant toujours, toujours rempli de questions. Et quelque part, dans le murmure des étoiles et la courbe du temps, l'esprit d'Einstein demeure, souriant, toujours curieux, se demandant toujours ce qui vient après. Dormez bien, et continuez à vous demander pourquoi. Hélas, c'est l'aube du 24 août 79 après Jésus-Christ. Le soleil se lève lentement sur Pompéi, baignant la ville d'une douce lumière dorée. Les ombres s'étirent sur les rues pavées alors que les commerçants ouvrent leurs volets et balaient la poussière d'hier dans les caniveaux. Le son lointain du métal frappant la pierre résonne à travers le forum. Les forgerons sont déjà au travail. Dans une boulangerie près du temple d'Apollon, le feu du four est attisé et des pains frais sont disposés à la vente. L'odeur du pain chaud se mêle à celle des olives écrasées, de l'ail et de la saveur âcre du vin en fermentation. Dans les écuries, les ânes s'agitent et braient, impatients de boire. Dans l'une des villas les plus riches, un mosaïste dispose des carreaux colorés sur un sol à moitié fini, fredonnant doucement pour lui-même. Pompéi est vivante. Des enfants s'éclaboussent à une fontaine publique. Un vendeur de fruits coupe des figues pour un client. 2 soldats romains en repos se prélassent près de la porte d'une taverne, buvant du vin coupé d'eau et riant de la chaleur qui monte déjà de la pierre. Au-dessus,
Le linge se balance doucement entre les bâtiments sur de longues cordes, dansant paresseusement dans la brise du matin. Mais tout n'est pas comme il y paraît. Au-dessus de tous, le mont Vésuve se dresse, grand, silencieux, menaçant, ancien. Ce matin, de minces volutes blanches s'élèvent faiblement de son sommet. Elles disparaissent rapidement dans le ciel. Pour la plupart, ce n'est rien, un nuage curieux, une brume matinale. Des tremblements de terre avaient secoué la région quelques jours auparavant, mais rien d'inhabituel. Cette terre est connue pour bouger. Les habitants de Pompéi vivent avec la montagne. Ils lui font confiance. Ils ne la craignent pas. Dans un jardin ombragé, une jeune femme cueille des herbes, basilic, menthe, thym. Ses sandales crissent sur le gravier alors qu'elle passe d'un parterre à l'autre. Elle ne remarque pas le silence au-dessus d'elle. Les oiseaux ont fui, les abeilles sont parties. L'air semble plus lourd, comme si le ciel retenait son souffle. Un esclave dans une maison voisine lève les yeux vers la montagne en fronçant les sourcils. Il sent quelque chose, mais avant qu'il ne puisse y penser, on le rappelle à l'intérieur. De l'eau à aller chercher, des sols à frotter, une vie à vivre. Et ainsi, Pompéi continue. La matinée s'écoule comme si la terre elle-même n'avait pas déjà commencé à bouger, comme si le temps lui-même n'avait pas déjà décidé de s'arrêter avant la tombée de la nuit. La matinée se réchauffe. À 8h30, le soleil est haut sur Pompéi et les rues bourdonnent d'activité. Les acheteurs marchandent des dattes et des lentilles dans le macellum animé. L'odeur du poisson et du vinaigre flotte dans l'air. Des esclaves transportent des seaux d'eau depuis les fontaines publiques. Des enfants se poursuivent autour des colonnes. Tout semble ordinaire. Et pourtant, pas tout à fait. Quelque chose dans l'air a changé. Le sol tremble doucement sous les pieds. Pas assez pour faire tomber quoi que ce soit, juste assez pour interrompre une conversation. Un moment d'incertitude. Puis, comme une brise, le moment passe et les gens continuent. Les tremblements de terre sont courants ici. La montagne a toujours remué. Pourtant, les signes se font plus forts, si l'on sait comment les écouter. Au temple d'Isis, la prêtresse s'arrête en pleine prière. Une cruche sur l'autel cliquette doucement, presque imperceptiblement. Elle plisse les yeux en regardant la fumée qui s'élève de l'encens. Elle tourbillonne étrangement, prise dans une brise qui n'est pas là. Elle ne dit rien, mais elle sent quelque chose d'ancien bouger. Dans un jardin en cours, près des limites de la ville, un chien gémit et gratte à la porte. Il est attaché comme toujours, mais aujourd'hui il tire plus fort. La maîtresse de maison fronce les sourcils en voyant la cendre sur ses marches. De la cendre. Ça doit venir du feu d'un voisin, pense-t-elle. Elle la balaie et continue sa journée. À 10h, les secousses deviennent plus fréquentes. De petites secousses roulantes toutes les demi-heures. Une fissure se forme sur le côté d'un mur près de l'amphithéâtre. Personne ne la voit se produire. Un marchand blâme la vieillesse et le temps pour la fissure. Mais le temps, c'est maintenant, et la vieillesse n'est plus la coupable. Là-haut, sur le Vésuve, la vapeur blanche s'épaissit en une colonne gris foncé. Elle s'étend vers le haut, lente mais constante. De faibles grondements résonnent sur la pente. Les chèvres se sont dispersées. L'air sent légèrement le soufre. À midi, la cendre commence à tomber. Légère au début, comme des flocons de neige, mais chaude au toucher. Elle atterrit sur les toits, flotte dans les jarres ouvertes, saupoudre les épaules des passants au marché. Certains s'arrêtent et lèvent les yeux. Ils plissent les yeux vers le soleil, qui brille maintenant à travers un mince voile de gris. La montagne parle, mais Pompéi n'écoute toujours pas. Cela commence sans avertissement. À exactement 12h02, le sommet du mont Vésuve explose. Un coup de tonnerre déchire le ciel, si fort qu'il brise les fenêtres à Pompéi et est entendu jusqu'à Misène, de l'autre côté de la baie. La montagne ne tremble pas seulement, elle s'ouvre.
Un panache de cendres, de pierres ponces et de roches est projeté violemment dans les airs, atteignant près de 20 km de hauteur en quelques minutes. La force transforme la lumière du jour en crépuscule. Depuis les rues de Pompéi, on dirait que le ciel lui-même se brise. Au forum, les gens crient et se dispersent. Les oiseaux, les rares qui restent, disparaissent dans le ciel qui noircit. Au-dessus d'eux, le soleil s'assombrit, projetant une lueur de bronze étrange sur la ville. La colonne de cendres monte de plus en plus haut, formant ce que Pline le Jeune appellera plus tard un pin parasol de fumée, épais à la base et se ramifiant au sommet. De petites roches commencent à pleuvoir. De la pierre ponce, poreuse, tranchante et chaude. Elles rebondissent sur les toits de tuiles et piquent la peau exposée. Au début, la grêle est légère, mais elle prend du poids, de la vitesse. Bientôt, les rues sont couvertes de gris. Dans les maisons, les gens se tournent vers les dieux. Certains rassemblent leurs familles et se précipitent vers les portes de la ville. D'autres se retirent plus profondément à l'intérieur, croyant que les murs les protégeront. Une femme serre ses bijoux et se précipite au sous-sol. Un boulanger couvert de farine attrape un sac de pièces et verrouille la porte derrière lui. Mais il n'y a pas de sécurité. La cendre commence à étouffer l'air. Les gens enroulent des tissus autour de leur bouche. Leurs yeux piquent, leurs poumons se resserrent. Le marbre, autrefois brillant de la ville, se couvre de suie. Les statues des dieux disparaissent sous un ciel qui tombe. Au port, la mer se retire anormalement, puis revient en vagues violentes. Les navires tanguent et se détachent de leurs amarres. Certains tentent de fuir en bateau, mais les vents soufflent sauvagement, la visibilité s'estompe, l'eau devient noire. Dans les collines, un fermier regarde en silence la montagne rugir et les cieux pleuvoir de la pierre. Le temps commence à se fracturer. Les minutes semblent des heures. Le rythme de la vie, autrefois mesuré par le bruit des étals du marché et des cloches des temples, est remplacé par la toux, les cris et le silence. Pompéi ne le sait pas encore, mais le compte à rebours a commencé. À 13 heures, la ville de Pompéi est méconnaissable. La cendre tombe comme une pluie épaisse et suffocante. Le sol est caché sous une couverture montante de gris. Les toits commencent à s'affaisser sous le poids croissant de la pierre ponce. Les rues ne sont plus des routes, ce sont des rivières de poussière et de pierre. La panique s'installe. Les citoyens se précipitent vers les portes de la ville, la Porta Marina, la Porta Nola. Chacune devient un goulot d'étranglement alors que charrettes, animaux et personnes entrent en collision dans des vagues frénétiques. Les chevaux se cabrent, les enfants crient pour leurs parents, les esclaves courent aux côtés de leurs maîtres, les classes sociales oubliées dans l'ombre de la montagne. À l'intérieur des maisons, la lumière a disparu. Même à midi, les pièces intérieures ne sont éclairées que par des lampes à huile, vacillant faiblement à travers des rideaux de poussière. Certaines familles choisissent de se cacher. Elles ferment les fenêtres, barricadent les portes et prient pour que la tempête passe. D'autres décident de fuir, emportant tous les objets de valeur qu'ils peuvent transporter. Pièces de monnaie, amulettes, argenterie, dieux domestiques. L'air s'épaissit de minute en minute. Les gens pressent des tissus sur leur bouche, mais la cendre trouve son chemin. Respirer devient une lutte. Pour les personnes âgées et les très jeunes, c'est presque impossible. Certains s'effondrent dans les rues, toussant, incapables de continuer. Un homme aide sa femme enceinte dans une ruelle, un bras protégeant sa tête, l'autre portant une petite statue de bronze de Minerve. À proximité, un groupe d'adolescents essaie de grimper sur les murs de la ville, espérant une meilleure vue ou peut-être une issue. Ils arrêtent de rire lorsqu'un toit voisin s'effondre avec un fracas lourd et profond. Au terme, la vapeur se mêle à la poussière volcanique. L'air est épais et irrespirable. L'eau devient trouble avec la cendre. Ceux qui sont à l'intérieur sortent en titubant, enveloppés dans des serviettes, ne sachant s'il faut fuir ou retourner. Plus loin, dans les champs,
certains qui ont fui au regard de Pompéi en pleurant. La ville est enveloppée de noir. L'énorme colonne de fumée la surplombe comme une malédiction. Des éclairs crépitent dans le nuage de cendres, peignant le ciel en éclairs d'orange et de bleu. Ce n'est plus une catastrophe, c'est un enterrement en cours. Et le Vésuve n'a fait que commencer à expirer. En milieu d'après-midi, Pompéi disparaît, pierre par pierre, souffle par souffle. La chute de cendres ne dérive plus doucement. Elle s'abat en vagues, poussée par des vents changeants et le souffle furieux de la montagne. À présent, plus d'1 mètre de pierre ponce recouvre les rues. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir, les fenêtres ne peuvent pas se fermer. Le poids du ciel s'est abattu sur la ville, et il ne montre aucun signe de relâchement. Les toits commencent à céder. Le premier effondrement se produit dans une villa près de la maison du faune. Le toit cède avec un gémissement sourd et douloureux, puis s'effondre vers l'intérieur avec une vitesse terrifiante. La poussière éclate vers l'extérieur. Les fresques de la maison disparaissent sous les décombres, les statues tombent. Une jeune esclave piégée dans l'atrium n'a pas le temps de crier. Ce n'est pas le dernier. Partout dans Pompéi, les murs tremblent et les poutres se brisent. Dans un atelier, un marchand essaie de protéger ses marchandises avec une toile avant que l'étage supérieur ne s'effondre. Dans une boulangerie, un four brille encore faiblement, mais le plafond au-dessus s'affaisse dangereusement. Il n'y a plus personne pour alimenter le feu. La ville s'assombrit. La cendre obstrue les lampes à huile, atténue leur flamme. L'air devient granuleux et amer. Il recouvre les bouches, les narines et les poumons. La respiration est superficielle, sifflante. Les gens ne bougent plus pour s'échapper, mais pour trouver de l'air, juste une poche, juste un souffle. Le silence n'est rompu que par l'effondrement des bâtiments, la toux des piégés et le grondement du Vésuve loin au-dessus. Le monde s'est rétréci aux ombres et à la cendre. Certains habitants se retirent sous terre, dans des celliers et des caves à vin. Là, ils se blottissent dans l'obscurité totale, espérant que la pierre au-dessus d'eux tiendra. Les mères enroulent leurs bras autour de leurs enfants. Certaines serrent des clés, espérant retourner dans des maisons qui ont déjà disparu. D'autres ne tiennent rien du tout, juste les mains de ceux qu'ils aiment. Dehors, le temps ralentit. La cendre arrive maintenant jusqu'aux genoux. Les rues sont silencieuses. Les fontaines ont cessé de couler. Les statues des dieux sont enterrées jusqu'aux épaules, leurs visages de marbre striés de suie. Pompéi est toujours en vie, mais à peine. Son cœur bat plus lentement maintenant. Et au-dessus de tout cela, le mont Vésuve continue de gronder, préparant quelque chose d'encore pire que la cendre. La cendre est tombée pendant des heures. Pompéi est à moitié ensevelie, suffocante, silencieuse. Puis la montagne change. À 17h30, le mont Vésuve pousse un rugissement sourd et guttural, différent d'avant. Ce n'est pas une explosion, c'est une libération. Quelque chose au fond de lui s'est fissuré. Un instant plus tard, la première nuée ardente se déchaîne. Ce n'est pas de la lave, c'est pire. Un nuage dense de gaz surchauffé, de cendres et de roches pulvérisées dévale la pente. Plus de 700 degrés Celsius, plus rapide que le vent. Une avalanche grise qui coule comme de l'eau et brûle comme le feu. Elle frappe d'abord la ville voisine d'Herculanum, l'avalant entièrement en moins de 5 minutes. Les gens sont chauffés instantanément à mort là où ils se trouvent. Les corps ne tombent pas, ils sont figés debout, carbonisés en un instant. Les crânes se fracturent sous l'effet de la vapeur qui se dilate à l'intérieur. La nuée est si rapide que personne n'a le temps de fuir. Pompéi est immobile, mais elle peut sentir le changement. L'air, déjà épais de cendres, devient plus chaud. Le soufre pèse lourdement dans chaque souffle. Une deuxième secousse ébranle la ville. Des colonnes s'inclinent, une statue de bronze bascule avec un fracas métallique. Ceux qui sont encore en vie peuvent maintenant voir le bord rougeoyant autour de la montagne.
Ils entendent le bruit de la terre en ébullition, comme un tonnerre qui roule sous leurs pieds. Quelques-uns essaient de fuir à nouveau, mais il est trop tard. Les routes ont disparu, les maisons sont scellées, l'évasion est impossible. Un garçon s'agrippe à la tunique de son père. Ils se tiennent dans une cage d'escalier sous un toit effondré. Ils demandent si les dieux sont en colère. L'homme ne répond pas. Il ne sait pas. À 18h30, des nuages noirs épais obscurcissent même le plus faible soupçon de lumière du jour. La cendre atteint maintenant les épaules des statues, le sommet des étals du marché. Des incendies brûlent dans plusieurs bâtiments, leurs flammes atténuées par la fumée. Et puis, le silence. Bref, complet, terrifiant. La première nuée ardente n'a pas encore atteint Pompéi, mais elle est proche. La montagne a changé les règles. Ce qui a commencé comme de la cendre et de la peur est maintenant autre chose, quelque chose de final. Au-dessus des toits, le ciel brille en rouge et pulse d'éclairs. La montagne n'est plus un danger lointain, c'est un Dieu vivant, et il arrive. Il reste peut-être quelques heures à Pompéi, mais la clémence du temps s'estompe. L'obscurité a complètement englouti Pompéi. Il n'y a ni lune, ni étoile, ni flamme capable de percer le poids de la cendre dans l'air. Seul le doux scintillement rouge des incendies lointains se reflète sur les murs couverts de cendres. La ville ne respire plus, elle attend. Entre 19h et 22h, le silence devient insupportable. Ceux qui sont encore en vie parlent à voix basse. Les voix sont assourdies par la poussière, les yeux brûlent, les poitrines font mal. La plupart ont cessé d'essayer de fuir. Il n'y a nulle part où aller. Les portes sont bloquées, la mer est étouffée par les débris, les rues sont impraticables, remplies de cendres chaudes et mouvantes qui montent jusqu'à la taille. Dans une villa autrefois élégante, près de la rue de l'Abondance, une jeune femme allume une seule lampe à huile. Elle s'agenouille à côté de son père, qui ne peut plus se tenir debout. Il presse un pendentif dans sa main, son dernier cadeau. Dans le jardin à côté d'eux, les statues de Vénus et d'Apollon penchent sur le côté, à moitié enterrées. Ailleurs, une mère se blottit sous les escaliers avec son fils. Elle fredonne une berceuse, essayant de le calmer, bien que sa voix tremble. Le garçon est silencieux, non pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il est terrifié. La peur est devenue normale. Respirer est la seule chose qui reste à faire, et même cela s'estompe. Dans les écuries, un chien gît tordu dans sa chaîne, des marques de griffes profondes dans le sol. Il avait essayé de se libérer, mais la cendre est venue trop vite. À 20h45, les secousses reviennent, plus lourdes, plus profondes. Le sol gémit sous le poids de la pression qui monte à l'intérieur du volcan. Les murs se déforment, un autre toit s'effondre près du temple. La poussière jaillit vers le haut. Un pilier s'effondre dans une cour, se brisant avec un dernier écho. Les gens sont maintenant accroupis en silence. Il n'y a plus de plan, plus de direction, seulement des moments. Une inspiration, une autre. Les derniers témoins de Pompéi sont immobiles. Certains s'agenouillent pour prier, d'autres sont allongés, les bras protégeant leur visage. Quelques-uns se tiennent la main, les lèvres bougeant doucement dans l'obscurité. Plus de cris, juste le souffle et la pierre. À 21h50, la lueur au-dessus de la montagne change, plus brillante, plus rouge. La deuxième nuée ardente commence à se former, plus rapide, plus lourde, plus mortelle. Les derniers moments sont là, et Pompéi, meurtrie et aveugle, ne crie pas. Elle se prépare simplement à ce qui va suivre. À 22h15, la montagne se brise. La deuxième nuée ardente explose des flancs du Vésuve sans avertissement. Ce n'est pas une vague, c'est un mur. Une masse rugissante de gaz, de cendres, de roches en fusion et de morts invisibles dévale les pentes à plus de 160 km/h. Elle ne brûle pas, elle vaporise. Elle ne renverse pas, elle écrase. Cette fois,
Elle atteint Pompéi. En un instant terrifiant, toute la ville est engloutie. La nuée traverse les portes, les ruelles, les jardins et les temples, brisant tout sur son passage. La température atteint plus de 400 degrés Celsius. Le bois s'enflamme instantanément, les corps sont brûlés en une fraction de seconde. Pas le temps de courir, pas le temps de penser, seulement l'immobilité. Les gens sont figés là où ils sont tombés. Un homme tendant la main vers sa femme, une mère protégeant son enfant, un prêtre la main encore levée en prière. La chaleur vole le souffle avant que les poumons ne puissent expirer. Les muscles se contractent, la cendre durcit autour des formes, laissant des vides à l'image des derniers gestes. Les structures s'effondrent tout en même temps. Les plafonds tombent, les murs s'écroulent. Le forum est enseveli sous les débris. Même les statues de marbre commencent à se fissurer et à cloquer à cause de la chaleur. Les fontaines s'assèchent en plein jet, la cendre remplissant leurs bassins comme une dernière offrande. La nuée met moins d'une minute à effacer la ville. Puis, le silence. Un silence qui ne ressemble pas à la paix. Il est trop profond, trop absolu. C'est le son de la finalité, de quelque chose de vaste et d'ancien qui achève sa tâche terrible. La montagne gémit une dernière fois, puis se calme. Pompeii despero. Aucune fumée ne s'élève des cheminées, aucune voix ne résonne dans les rues, aucun pied ne foule les pierres du forum. La cendre repose, épaisse et immobile, une ville parfaitement préservée sous 3 mètres de poussière volcanique, prise non pas en ruine, mais en pause. Les vents changent doucement au-dessus de la plaine, emportant les derniers relents de soufre vers l'est. Les étoiles reviennent dans le ciel, mais il n'y a personne pour les voir. Il ne reste que la forme, la position, la posture. La chorégraphie figée de personnes qui n'ont pas eu le temps de se dire au revoir. Et au-dessus d'eux, le mont Vésuve se dresse, calme maintenant, vidé de sa fureur, couronné de vapeur. Mais au plus profond de ce calme, Pompéi dort, en attendant. Minuit passe. L'éruption ralentit. Ce qui était autrefois un rugissement est devenu un murmure, lointain, presque fatigué. Le Vésuve exhale de la fumée dans le ciel noir, mais son feu est parti. Pompéi repose en dessous, maintenant, totalement immobile. Il n'y a plus de cris, plus de pas, plus de prières, ni de vent pour les emporter. Seulement de la cendre, lourde et immobile. Sous cette couverture, la ville dort. Les temples restent debout, à moitié couverts, leurs dieux réduits au silence par la pierre. Des amphores reposent intactes dans les cuisines. Des pains sont fossilisés dans les fours. Les tables sont encore mises, des pièces de monnaie reposent dans des tiroirs à côté de rêves oubliés. Le temps s'est arrêté, mais tout est resté exactement là où il était, figé dans son dernier battement de cœur. Personne ne vient chercher. Pas pendant des jours, pas pendant des années. Finalement, pas pendant des siècles. La nature reprend la région lentement. Des vignes grimpent sur les colonnes brisées, la terre se refroidit, de nouveaux arbres prennent racine dans la cendre, l'herbe pousse là où les voix pompéiennes résonnaient autrefois. Le nom de Pompéi s'efface des cartes, de la mémoire, de l'histoire. D'autres villes s'élèvent, des empires tombent, la montagne dort à nouveau. Et puis, 1700 ans plus tard, le silence se brise. En 1748, lors de fouilles de routine, des ouvriers heurtent quelque chose d'inattendu. Des murs peints, vifs, délicats, préservés. Ils creusent plus profondément. Des pièces apparaissent, des squelettes, des mosaïques, des rues. Pompéi commence à se réveiller. Historiens, artistes et archéologues viennent à la ville ensevelie comme des pèlerins. Ils brossent la cendre des fresques. Ils moulent les vides laissés par les corps humains, les remplissant de plâtre, révélant des formes prises au moment de la mort. Un homme recroquevillé dans un escalier, une jeune fille serrant son collier, un chien tirant sur sa chaîne. Nous ne voyons pas des ruines, nous voyons la vie interrompue. Pompéi devient plus qu'une tragédie.
Elle devient un miroir, une capsule temporelle, un rappel que la joie, la peur, la beauté et la perte coexistent en un seul souffle. Qu'une ville peut disparaître en une nuit et murmurer encore à travers 2 millénaires. Aujourd'hui, nous marchons dans les mêmes rues, nous nous tenons dans des embrasures de portes où d'autres ont vécu et aimé. Nous regardons des visages de plâtre façonnés par le feu et le silence, et nous imaginons leurs voix. Ils sont partis, mais ils ne sont pas oubliés. Parce que parfois, le passé n'est pas perdu. Il attend simplement. Et dans le gris silencieux de la cendre volcanique, Pompéi se souvient encore. Au tournant du XXe siècle, un exode silencieux a commencé depuis la Géorgie, le Mississippi, l'Alabama et la Louisiane. Des familles noires ont emballé le peu qu'elles avaient et sont parties. Certaines ont pris des trains vers le nord, d'autres sont montées à l'arrière de chariots, avec des enfants endormis sur des paquets de vêtements. Elles fuyaient les lois Jim Crow, les lynchages, l'esclavage pour dette et la peur. Elles poursuivaient quelque chose de lointain et de fragile, la liberté. Entre 1910 et 1930, plus d'1,5 million d'Afro-Américains ont quitté le sud rural. Les historiens appelleraient cela la Grande Migration, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était simplement une chance de respirer. Des villes comme Chicago, Détroit et Philadelphie ont accueilli ces nouveaux arrivants, mais c'est Harlem, dans le haut de Manhattan, qui allait devenir la flamme la plus vive. Initialement développé pour les familles blanches de la classe moyenne, le boom immobilier de Harlem s'est effondré au début des années 1900. Les propriétaires, désespérés de remplir les appartements, se sont tournés vers la communauté noire. Ce qui a suivi fut une transformation. Harlem est devenu plus qu'un quartier, c'est devenu un sanctuaire. En quelques pâtés de maisons, on pouvait trouver des médecins, des tailleurs, des cordonniers, des artistes et des musiciens de jazz. On pouvait entendre des sermons et des saxophones, voir de la poésie et des protestations, le tout dans un même souffle. La vie n'était pas facile. Le racisme n'a pas disparu à New York. Les emplois étaient rares, les salaires bas. Mais autre chose remplissait les rues, l'espoir. Pour la première fois, les Noirs ne vivaient pas en mode survie, mais en mode expression. Ils étaient parmi les leurs, dans un endroit qui ressemblait à quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, un foyer. Harlem est devenu un laboratoire de la vie noire, un lieu où la culture n'était pas seulement préservée, elle était remixée. Les traditions apportées du Sud se mêlaient au rythme caribéen, aux racines spirituelles africaines et au modernisme européen. Les voix autrefois réduites au silence ont commencé à chanter. Les idées autrefois ignorées ont commencé à jaillir. Et bientôt, Harlem n'était plus seulement un endroit où vivre. C'était un endroit où être vu. Au début des années 1920, on pouvait le sentir. Quelque chose était en train d'éclore. Pas une révolution politique, mais une révolution dans l'art, la musique, le langage, la fierté. Une renaissance non seulement du talent, mais de l'identité. Non seulement de la performance, mais du pouvoir. Il avait fallu des siècles de lutte pour atteindre ce moment, mais à Harlem, enfin, l'Amérique noire a commencé à raconter sa propre histoire, à voix haute. À Harlem, le son est devenu le pouls de la ville, et rien ne circulait dans ses veines avec plus de puissance que le jazz. Il ne venait pas des tours d'ivoire ou des partitions écrites. Il venait des porches de la Nouvelle-Orléans, de trompettes cabossées et de chœurs syncopés. Il a voyagé vers le nord avec la Grande Migration, transporté dans la mémoire et les muscles, où il a rencontré la fin d'expression de Harlem et a explosé. Au début des années 1920, le jazz n'était pas seulement de la musique, c'était la liberté mise en rythme. Il tordait les règles, jouait avec le temps. Il transformait la douleur en mélodie et le silence en mouvement. À Harlem, il résonnait depuis les fenêtres ouvertes et se déversait des clubs en sous-sol dans l'air de minuit. N'importe quelle nuit, on pouvait entendre la voix rocailleuse de Bessie Smith s'élever d'un tourne-disque dans un salon. On pouvait passer un coin de rue où un garçon avec un cornet essayait d'imiter Louis Armstrong.
Et si on avait la chance ou la richesse, on pouvait s'installer dans une banquette de velours au Cotton Club et entendre l'orchestre de Duke Ellington prendre vie avec un tonnerre. Les arrangements d'Ellington étaient un univers de sons, des cuivres qui parlaient comme des gens, des tambours qui faisaient trembler le sol, des pianos qui flottaient et bondissaient. Sa musique ne suivait pas, elle menait. Elle faisait bouger les gens comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Pour la première fois dans l'histoire américaine, les musiciens noirs ne se contentaient pas de jouer de la musique, ils la définissaient. En dehors des projecteurs, les rues de Harlem pulsaient aussi de rythme. Les gens dansaient au Savoy Ballroom, un endroit où les New-Yorkais noirs et blancs dansaient côte à côte, un acte radical en soi. Swing, stride, blues, tout se fondait en un seul battement de cœur. Mais le jazz n'était pas seulement du bruit, c'était un langage. Un solo de trompette pouvait crier ou pleurer. Un saxophone pouvait séduire ou se lamenter. Il capturait ce que les mots ne pouvaient souvent pas dire. La complexité de la vie noire, la joie et la douleur, la rage et la fierté. Même si le racisme et la pauvreté pesaient, la musique élevait les gens. Elle disait « Nous sommes toujours là, nous sommes toujours beaux, nous sommes toujours bruyants ». Et Harlem écoutait, non seulement avec ses oreilles, mais avec son âme. Tandis que le jazz se déversait des clubs et des coins de rue, une autre révolution se produisait en silence, sur la page. À Harlem, les mots ont commencé à prendre du pouvoir. De jeunes écrivains, poètes et penseurs ont pris leur plume avec la même énergie que les musiciens prenaient leurs instruments. Mais ils n'écrivaient pas pour les applaudissements, ils écrivaient pour la vérité, pour la mémoire, pour la justice, pour une voix. Langston Hughes est arrivé à Harlem comme une marée montante. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a écrit « The Negro Speak of Rivers », un poème qui s'étendait à travers le temps, traçant l'identité noire du Nil au Mississippi. Sa poésie était simple, musicale et sans peur. Il écrivait sur les gens ordinaires, concierges, danseurs, mères fatiguées, rêveurs, et donnait forme à leur voix. Les mots de Claude McKay étaient plus tranchants, provocateurs, brûlants d'un feu juste. Dans des poèmes comme « If We Must Die », il parlait directement à l'injustice, les poings serrés et les yeux ouverts. Pour lui, la plume n'était pas seulement un outil, c'était une lame. Et puis il y avait Oranie à Lurston, une fille d'Eatonville, en Floride, la première ville entièrement noire constituée aux États-Unis. Zora a étudié l'anthropologie et a capturé la parole comme personne d'autre. Elle écrivait comme les gens parlaient. Ses histoires étaient vivantes, pleines de dialectes, de rythmes, de mythes et de chaleur. Là où d'autres cherchaient le poli, elle cherchait la vérité. Sa voix était brute, réelle et totalement nouvelle. Les salons de Harlem sont devenus des salons littéraires. Les écrivains se réunissaient tard dans la nuit, lisant des brouillons à haute voix, débattant de politique et de poésie. Des magazines appartenant à des Noirs comme The Crisis et Opportunity publiaient de nouvelles voix audacieuses, des voix qui avaient l'autrefois été ignorées ou effacées. Ensemble, ils formaient quelque chose de radical, une littérature de l'identité noire, non filtrée par l'approbation blanche, sans complexe dans son ton. Ils n'essayaient pas de s'intégrer, ils essayaient de parler. Et dans chaque strophe, histoire et essai, ils répondaient à une question silencieuse. Que signifie être noir en Amérique? Parfois, la réponse venait comme une lettre d'amour, parfois comme un cri, parfois comme une berceuse remplie de désirs. Mais toujours, la plume avançait. Parce qu'à Harlem, pendant cette renaissance, écrire, c'était résister. Et résister, c'était vivre avec fierté. La Renaissance n'a pas seulement été entendue ou lue, elle a été vue. À Harlem, les artistes se sont emparés de la toile avec détermination et puissance. Ils ont peint ce qui n'avait pas été peint auparavant. La vie noire, la beauté noire, l'histoire noire à travers des yeux noirs. Non pas comme des sujets d'études ou de caricatures, mais comme des créateurs de culture, comme des conteurs de leur propre histoire. Aaron Douglas a ouvert la voie,
Un homme tranquille avec une vision audacieuse. Douglas a mélangé des motifs africains avec un style moderniste. Formes géométriques, silhouettes superposées, lignes rayonnantes qui pulsaient d'énergie. Ses peintures murales ne se contentaient pas d'être accrochées au mur, elles racontaient des épopées, de la douleur de l'esclavage à la fierté de la résistance. Dans Aspect of Negro Life, il a tout capturé, des danseurs en mouvement, des hommes enchaînés, une main tendue vers la lumière. Ces personnages étaient sans visage, mais pas sans nom. Ils étaient tout le monde, ils étaient des ancêtres, ils étaient l'espoir. Palmer Eden a peint la classe ouvrière. Barbiers, pêcheurs, gens ordinaires dans des moments ordinaires. Archibald Motley a donné vie à la vie nocturne noire avec des scènes bondées de clubs de jazz, de rires et de lumière rebondissant sur des chaussures cirées et des visages souriants. Pendant ce temps, dans des chambres noires à travers Harlem, des photographes comme James Van Der y capturaient un autre type de beauté, la vraie beauté. Ces portraits montraient des familles noires habillées de leurs plus beaux atours, des jeunes mariés se tenant la main, des soldats en uniforme, des enfants se tenant fièrement à côté de leurs parents. Van Der y a donné à Harlem son miroir, un miroir qui reflétait la dignité, la joie, la fierté et la peine. Il a vu le sacré dans le quotidien et l'a encadré avec révérence. L'art visuel pendant la Renaissance de Harlem n'a jamais été qu'une question d'esthétique. C'était une déclaration, une correction, une vérité. Les artistes ont repris leur image après des siècles de distorsion. Fini les mamies et les minstrels, fini les travailleurs anonymes ou les ombres sans visage. Maintenant, ils étaient des rois, des reines, des mères, des érudits, des amants, des danseurs, des rebelles et des saints. Chaque coup de pinceau était une protestation contre l'invisibilité. Chaque photographie était une phrase dans une histoire qui n'avait jamais été autorisée à être racontée. L'art n'était plus piégé dans les galeries ou les mains de l'élite. Il était cousu dans le tissu de Harlem, sur les murs des églises, dans les vitrines des magasins, dans les centres communautaires, dans les pages des magazines. La toile était large et les artistes de Harlem l'ont remplie, non pas de fantaisie, mais de vérité rendue visible. Tandis que le jazz emplissait l'air et que la poésie illuminait les pages, quelque chose de plus profond se mouvait sous la Renaissance de Harlem. Un éveil de la conscience politique. Pendant des siècles, on avait dit aux Noirs de se faire petits, d'être invisibles pour survivre en silence. Mais à Harlem, la fierté devenait une posture publique. Et avec cette fierté venait la politique. Non pas sous forme de lignes de parti, mais sous forme d'identité, de pouvoir et de refus. Dubois, l'érudit et activiste, avait longtemps cru en l'élévation du talented tante, les individus noirs les plus éduqués et accomplis qui pourraient montrer la voie. Il voyait la Renaissance de Harlem comme la preuve que la race avait de la grandeur à offrir, non pas un jour, mais maintenant. Il exhortait les artistes à utiliser leurs dons non seulement pour la beauté, mais pour la justice. Il croyait que l'art devait servir un but, élever la race, défier la suprématie blanche, éclairer des vérités trop longtemps ignorées. Mais tout le monde n'était pas d'accord. De plus jeunes artistes comme Langston Hughes se sont opposés à l'idée que l'art noir devait bien se comporter. Hughes voulait la liberté d'écrire sur les pauvres, les lutteurs, les joyeux, les coléreux. « Nous savons que nous sommes beaux », écrivait-il, et les aussi. Pour lui, la politique de la fierté consistait à tout montrer, l'humanité complète, désordonnée et glorieuse de la vie noire. Puis vint Marcus Garvey. Là où Dubois se concentrait sur l'intégration et l'élévation, Garvey rêvait d'indépendance. À travers son mouvement, l'Universal Negro Improvement Association, il prêchait l'autonomie, la force économique et un retour aux racines africaines. Le message de Garvey a résonné. Ses défilés ont rempli les rues, son drapeau rouge, noir et vert, est devenu un symbole de l'identité noire mondiale. Il parlait de navires, d'industries appartenant à des Noirs, de se libérer de systèmes qui ne les accepteraient jamais. Ensemble,
ces voix, Dubois, Hugues, Garvey et d'innombrables autres, n'étaient pas toujours d'accord, mais elles ont créé un chœur. Et à Harlem, ce chœur était fort, brillant et incontournable. Car la Renaissance de Harlem n'était pas seulement un mouvement culturel, c'était un mouvement politique. Un mouvement qui ne demandait pas une place à la table, il construisait la sienne. Et sous chaque note, chaque coup de pinceau, chaque mot écrit à la lueur d'une bougie, il y avait un battement de tambour régulier et croissant. Nous existons, nous comptons, nous sommes. Sur la scène de Harlem, sous les feux de la rampe, un nouveau type de femme se tenait droite, brillante, audacieuse et sans peur. Elle était plus qu'une muse ou un personnage secondaire. Elle était une érudite, une chanteuse, une sculptrice, une conteuse. Elle n'a pas demandé à être incluse, elle a déclaré sa présence. Et ce faisant, elle a contribué à façonner la Renaissance elle-même. Zora Neale Hurston en était l'une des flammes les plus vives. Folkloriste, romancière et voix sans complexe du sud rural, Zora a introduit le dialecte, le mythe et le rythme noir dans la littérature avec une clarté intrépide. Là où d'autres cherchaient le poli, elle cherchait la vérité. Ses personnages parlaient comme les gens avec qui elle avait grandi. Ils chantaient, riaient, se battaient et vivaient. Dans Their Eyes Were Watching God, elle a donné au lecteur une héroïne qui a trouvé sa voie non pas par l'amour, mais par la perte, par la terre, par elle-même. Zora a étudié l'anthropologie au Barnard College, la seule étudiante noire là-bas. Elle a parcouru le Sud, enregistrant des chansons, des traditions et des histoires qui n'avaient jamais été écrites. Elle a traité la culture noire non pas comme une curiosité, mais comme un héritage à honorer, à préserver. Elle n'était pas seule. À Paris, Joséphine Baker électrisait le public européen. Pieds nus et féroce, elle dansait avec joie et rébellion. Ses performances étaient ludiques et politiques, se moquant des stéréotypes que d'autres essayaient d'imposer. Hors scène, elle est devenue une espionne pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant passer des secrets pour la résistance française. De retour aux États-Unis, des femmes comme Ma Rainey et Bessie Smith ont donné voix à la douleur, au plaisir et au pouvoir à travers le blues. Leurs paroles étaient brutes, leur présence indéniable. Elles ne chantaient pas pour l'approbation, mais pour la libération, pour elles-mêmes et pour chaque femme qui avait aimé fort et vécu encore plus fort. Les femmes de la Renaissance de Harlem se sont également organisées. Elles ont dirigé des clubs, publié des essais, organisé des salons. Elles se sont battues pour les droits des femmes tout en confrontant le racisme au sein du mouvement féministe plus large. Elles ont tracé leur propre chemin à travers l'art et l'activisme. Ces femmes n'étaient pas des accessoires de la Renaissance, elles en étaient les architectes. Elles ont redéfini ce que signifiait être noire et femme, libre, non filtrée et sans honte. Et dans chaque mot, chaque note, chaque ligne peinte, elles ont laissé un message qui résonne à travers le temps. Je ne serai pas réduite au silence. Je suis l'histoire aussi. Quand le soleil plongeait sous l'horizon de Manhattan et que les lampadaires vacillaient, Harlem se transformait. De jour, c'était une ville de travailleurs, de penseurs, de familles et d'artistes. Mais la nuit, Harlem s'animait d'une manière différente. Un rythme qui pulsait sous la surface dans des clubs enfumés, des salles de bal bondées et des murmures de fin de soirée. La musique ne s'arrêtait pas à la tombée de la nuit, elle devenait plus forte, plus audacieuse, plus moite. Le Cotton Club était l'un des lieux les plus célèbres, somptueux, scintillant et ségrégué. Les clients blancs en smoking et perles sirotées du gin, tandis que des artistes noirs leur offraient la nuit de leur vie. Duke Ellington régnait sur la scène, ses doigts commandant chaque touche. Des danseurs volaient sur la piste comme l'éclair, des voix s'élevaient au-dessus des cuivres et du rythme. L'ironie était piquante, des corps noirs sur scène, interdits dans les sièges. Mais les artistes possédaient la salle à leur manière. Ils éblouissaient, ils dominaient, ils créaient quelque chose de si magnétique que même le racisme ne pouvait détourner le regard. Ailleurs,
Le Savoy Ballroom racontait une autre histoire. C'était l'endroit du peuple. Pas de corde de velours, pas de ségrégation ici. Danseurs noirs et blancs se mêlaient librement. Les Lindy Hop tournaient en large cercle, jupes virevoltant, chaussures glissant. Le sol était vivant de joie, la musique plus forte ici, plus rugueuse, plus proche du sol. Au-delà des salles de danse, la vie nocturne de Harlem comprenait des speakeasies de ruelles, des clubs de jazz à l'étage et des rassemblements d'appartements où des inconnus devenaient amis autour de disques et de vin. Ce n'était pas seulement des fêtes, c'était des performances, des rituels de libération dans un monde qui essayait de maintenir les Noirs en silence. Harlem la nuit était un endroit pour rire fort, bouger librement et revendiquer de l'espace. Les écrivains venaient aussi, Langston Hughes griffonnant des poèmes sur des serviettes, des musiciens échangeant des couplets entre les sets, des peintres dessinant à la lueur des bougies, des philosophes débattant autour d'un bourbon et de la fumée. Chaque soirée recelait la promesse d'un art naissant en temps réel. Mais les nuits de Harlem n'étaient pas que paillettes et musique. Elles révélaient aussi des tensions entre la célébrité et l'exploitation, la célébration et la survie. Il y avait des artistes payés une misère pour leur génie, des danseurs qui travaillaient jusqu'à l'aube pour se réveiller à midi et nettoyer des chambres d'hôtel. Derrière le glamour, il y avait de la rudesse. Pourtant, quelque chose d'électrique vivait dans ces heures, quelque chose qui disait « Nous sommes vivants, nous sommes brillants, nous brillerons, surtout quand le monde s'assombrit. » Et ils ont brillé. À Harlem, même s'habiller était un acte de défi. Chaque col, chaque inclinaison de chapeau, chaque éclat de couleur était plus que de la mode. C'était une déclaration. Le style n'était pas seulement une question de beauté, c'était une question de pouvoir, d'être vu dans un monde qui essayait de rendre les Noirs invisibles. Les hommes portaient des zoot suits, épaules larges, taille haute, vestes longues qui flottaient quand ils marchaient. Ce n'était pas subtil, et c'était le but. C'étaient des vêtements qui prenaient de la place, qui disaient « ma place est ici ». Les chaussures étaient polies comme des miroirs, les chapeaux inclinés juste comme il faut. Même la démarche sur Lenox Avenue portait une intention, un rythme qui lui était propre. Les femmes ont embrassé l'élégance et l'audace. Rouge à lèvres vifs, chemisier en soie, robe cintrée avec des perles complexes. Les cheveux étaient sculptés, lissés, bouclés. Certaines portaient des foulards, d'autres laissaient briller leurs boucles naturelles. Le style était une toile personnelle où la tradition rencontrait la modernité. Et qu'elles travaillent dans des clubs ou nettoient des maisons le jour, les femmes de Harlem marchaient dans les rues la tête haute et les hanches se balançant. Mais cela allait plus loin que les vêtements. Le langage est devenu de l'art. L'argot, le dialecte, le code switching étaient tous des outils de résistance. Les jeunes inventaient de nouvelles façons de parler, tordant les mots avec esprit, rythme et âme. Ils n'ont pas seulement adapté l'anglais, ils l'ont réimaginé. Que ce soit dans la cadence d'un poème ou le claquement d'une conversation, chaque syllabe était chargée d'histoire et de fierté. Même le silence avait son pouvoir. Un sourcil levé, une respiration suspendue, une main fermement posée sur une hanche. Celle-ci faisait aussi partie de la performance, des déclarations non verbales qui disaient « Vous pouvez m'ignorer, mais je me vois clairement ». Dans les salons de beauté et les salons de coiffure, temples communautaires à part entière, le style se transmettait, se partageait, s'aiguisait. L'assurance de l'un renforçait la confiance d'un autre. Le foulard coloré d'une femme devenait l'étincelle pour une douzaine d'autres à porter le leur avec fierté. Le style de Harlem a voyagé. Il s'est propagé à Chicago, Détroit, Londres et Paris. Il a influencé les peintres, les photographes et les cinéastes. Il a murmuré dans les fils des révolutions futures. Car s'habiller magnifiquement dans un pays qui niait votre valeur était plus que de la vanité, c'était de la protestation. Marcher avec confiance était politique, montrer de la joie était de la résistance. Et dans chaque plume, chaque talon, chaque éclat d'or, Harlem rappelait au monde
nous ne nous cachons pas, nous éblouissons. Au début des années 1930, la Renaissance a commencé à faiblir. La Grande Dépression a resserré son étreinte, réduisant au silence les boîtes de nuit, dispersant les artistes et drainant la sève de l'économie culturelle de Harlem. Les financements se sont taris, les éditeurs se sont retirés. L'éclat glamour s'est estompé sous le poids de la pauvreté et des difficultés. Mais la flamme ne s'est pas éteinte. Elle a changé de forme. Ce qui avait commencé dans des sous-sols de brownstone et des salons éclairés à la bougie vivait désormais dans la mémoire, dans la littérature, dans la musique transmise de main en main. La Renaissance de Harlem avait planté des graines, profondes, tenaces et brillantes sous la surface de la vie américaine. Ces écrivains sont devenus des mentors, ces musiciens des légendes, ces peintres les miroirs de l'histoire. Et son message de dignité, d'expression, de résistance et de fierté n'est jamais parti. Les poètes de la Renaissance ont murmuré à travers les vers de l'ère des droits civiques. On peut entendre Langston Hughes dans les mots de Maya Angelou, dans la cadence de Nikki Giovanni. On peut sentir la défiance de Claude Mackay dans les discours de Malcolm X et les rythmes de Gilles Scott-Heron. Le style, la musique, l'énergie, tout cela a résonné à Motown, dans la soul, dans les clubs de jazz et les cyphères de hip-hop. Il a dansé sur les scènes de Broadway et s'est exprimé avec audace depuis des pages enseignées dans les salles de classe du monde entier. Même aujourd'hui, Harlem reste un espace sacré, un monument non pas de marbre, mais de mémoire. Se promener dans ces rues, c'est comme voyager dans le temps. L'Apollo-Théâtre est toujours debout, faisant écho à des générations de voix. Des peintures murales, des librairies et des jardins communautaires perpétuent l'étincelle créative. La Renaissance a prouvé quelque chose qu'aucun système, aucun préjugé, aucun silence ne pourrait effacer. Que la vie noire en Amérique n'est pas quelque chose à plaindre ou à craindre, mais quelque chose à célébrer. Elle a montré au monde le pouvoir de la culture pour façonner l'histoire. Et elle a rappelé à un peuple longtemps privé de sa voix que sa voix était l'histoire. Pas une note de bas de page, pas une anecdote. L'histoire. Alors que la nuit s'installe et que la musique s'adoucit en arrière-plan, souvenez-vous de ceci. La Renaissance de Harlem n'était pas un moment, c'était une déclaration. Et cette déclaration résonne encore dans chaque mot audacieux, dans chaque pas fier, dans chaque nouvelle création née de la vérité. Parce que Harlem n'a pas seulement créé une renaissance, il a créé un héritage. Et cet héritage vit en chacun de nous.